Bonsoir. Alors, on va se présenter très rapidement. Vous avez vu l'intitulé de notre talk. Diego Loza est sound designer, créateur sonore. Moi, je suis Laurent Bazin. Et on s'est retrouvés ensemble sur une création pilotée par Gengis Khan Productions qui s'appelle Les Falaises de V. Les Falaises de V, c'est une fiction immersive en réalité virtuelle, linéaire, donc il n'y a pas d'interaction au sens strict du terme, avec une petite spécificité, c'est que vous regardez cette fiction allongée sur des lits. Vous pouvez encore, il reste peut-être quelques places, on la présente d'ailleurs demain, après-demain et après-après-demain à la Biennale d'art numérique à la Gaîté Lyrique. Et j'ai besoin de vous donner quelques précisions sur ce qui se passe dans cette fiction, puisque ça va être une sorte de cas à partir duquel on va pouvoir essayer de penser le rôle du son, l'usage du son dans le travail à 360 degrés. Donc le pitch, il peut faire un petit peu peur, mais ça va bien se passer. Vous êtes donc un prisonnier pour une très longue peine et vous avez l'opportunité, le gouvernement vous donne l'opportunité d'échanger un de vos organes, puisqu'il n'y a plus de dons d'organes dans le monde futur dans lequel nous projetons, contre quelques années de liberté. Et il se trouve que vous allez donner un organe bien particulier, puisqu'il s'agit de vos yeux. Donc la fiction en question est un huis clos qui se passe dans une chambre d'hôpital du même point de vue, qui est le point de vue du prisonnier, du patient, qui épouse normalement votre corps, et vous allez avoir un certain nombre de visiteurs qui vont venir échanger avec vous quelques mots avant que vous perdiez l'usage de la vue. Pour donner de l'épaisseur, de la densité, de la profondeur, le travail du son a été extrêmement important. Quand on pense VR, on pense très souvent, peut-être trop souvent à l'image, mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, l'image est la partie faible en réalité de la réalité virtuelle, alors que le son est bien plus mature aujourd'hui pour nous inscrire dans un espace, puisque l'expérience qu'on vous propose, ce n'est pas une expérience de fiction, ce n'est pas une stricte expérience de fiction, c'est d'abord une sorte d'habitacle, d'environnement. On n'a pas envie que vous intégriez juste des événements d'une histoire, on veut que vous y participiez, que vous soyez plongé dans justement une architecture. Donc on a été des paysagistes visuels et sonores, et pour ça on a utilisé un certain nombre d'outils que je vais laisser Diego vous présenter. Oui, bonjour, merci Laurent. Je vais parler un peu du son. On avait discuté pas mal avec Laurent sur quelle est la place du son dans la réalité virtuelle et dans notre film, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et on a pensé travailler directement sur l'effet immersif du personnage à l'intérieur de cette chambre d'hôpital. Et pour ça, on a décidé un peu tous les personnages qui sont dans le film, les donner carrément de directivité. Ça veut dire qu'on va avoir des mouvements pour chaque personnage. Après, je vais vous montrer un peu. Malheureusement, je ne peux pas vous faire écouter, malgré qu'on parle de son. Mais comment tous ces traitements, il s'agit de l'orthophonie qu'on a travaillé. Alors, je vais vous montrer un peu les subtils dont on s'en a servi pour pouvoir carrément réussir à pouvoir placer, faire bouger tous ces personnages. En plus, il faut penser qu'on travaille non seulement avec tout un côté, que c'est la partie champ, hors champ de ces sons-là, qu'après Laurent il va parler un petit peu plus en détail. Sinon, parce que qu'est-ce qui se passe avec la réalité virtuelle? On perd ces notions de champ, hors champ dans tous les sons directs, parce qu'il suffit de changer la position de la tête pour que les sons qui sont hors champ deviennent son présent. Et aussi, on joue avec la surprise, parce que c'est la première chose qu'on va capter dans une scène, c'est les sons.
Ça veut dire que pour mon expérience à tout ce qu'on a fait et tout ça, l'idée d'être en train de regarder quelque chose et d'un coup entendre un son qui vient de derrière moi, ça me permet de tourner la tête et revoir un autre scénario. Et comme ça, suivre toutes les scènes, parce qu'on n'est pas habitué à voir de cinéma de ces manières-là. Et donc, je vais vous montrer, ça c'est ma session de travail. C'est quelque chose que je montre jamais, mais que je pense que c'est une occasion pour pouvoir montrer un peu comment chacun il a sa manière de travailler. Je pense qu'on est dans une étape où on est en train de construire un langage et construire une manière de travailler ces langages-là. Moi, de mon côté, j'ai choisi le Spaces de JRM Tools, d'une part, parce que je suis membre de JRM, et ça m'a permis d'expérimenter et pouvoir arriver à carrément modifier des choses en fonction des besoins de ce type de production. Et si vous voyez, là, on a la typique écran que je pense que tout le monde connaît déjà. Et moi, je travaille sur une session Pro Tools, dont, bon, maintenant, je n'ai pas les 8 sorties, mais on va voir un peu comment on peut travailler l'effet des mouvements. Je vais vous expliquer rapidement. Ça, c'est un plugin qui s'appelle Spaces, et qu'il y a la particularité, c'est très, très simple à utiliser, il y a la particularité qu'on peut programmer, bien sûr, comme n'importe quel plugin de Pro Tools, on peut programmer les déplacements. Et il y a toute une partie très intéressante, c'est la partie de haut, c'est qui me permet d'aller de gauche à droite, de haut en bas. Et ces petites parties, c'est ce que s'appelle la distance. Et ça va me permettre de donner la sensation que les personnages s'éloignent ou s'approchent des personnages principaux, que c'est moi-même avec la tête ici. Et là, si je vous montre comment, si on regarde les déplacements, attendez, hop. Là, on pourrait avancer un petit peu plus. Et on voit que le personnage s'est éloigné. On voit que ça, c'est le personnage qui est en train de bouger. Et la couleur des haut-parleurs, c'est l'intensité de ces haut-parleurs. Ça veut dire que là, on est en train de voir qu'il s'approche. Plus on est au centre, plus fort on va écouter ici et moins fort ici. Bon, voilà, je ne veux pas faire imaginer qu'est-ce qu'il dit et tout ça, parce que c'est un peu dépaysant, tout ça. Mais c'est un outil qu'on est en train de développer et que vraiment ça marche très, très bien parce que c'est très simple à l'utilisation et on peut travailler directement à l'image. Et ça, c'est quelque chose on voyait qu'il nous manquait. Il nous manquait et voir comment on pourrait arriver à tout ça. Je confirme, en fait, on a eu une chance extraordinaire de travailler avec Diego et avec le GRM, c'est-à-dire que d'une part, Diego pouvait faire des retours sur les gens qui fabriquaient l'outil pour essayer de l'affiner à la mesure de nos besoins, et d'autre part, l'intuitivité de cet outil-là, donc conçu par le GRM, nous a permis de travailler ensemble, même si j'étais un ignare en termes de culture, je dirais, sonore ou acoustique, de travailler ensemble à une véritable mise en scène du son. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, de temps en temps, renforcer l'impression de proximité. Vous voyez le personnage là, le personnage féminin qui est votre femme dans l'intrigue. On peut densifier sa présence alors même que l'image est faible et tout le monde dit « Ah, mais la VR, c'est quand même pas encore une définition incroyable ». En revanche, vous allez avoir une précision sur son souffle. Vous avez l'impression presque qu'elle vous souffle sur le visage grâce à cet outil-là. Pardon, oui, après, c'est ce qu'on a expérimenté parce qu'en général, à niveau son, c'est
pas trop compliqué quand on travaille avec de l'image de synthèse. On pourrait utiliser ça aussi sans problème. Et le problème, c'est que quand on travaille avec des comédiens et des films comme ça, il faut savoir qu'il faut cacher les micros. Il faut tout cacher. Et on ne peut pas les cacher derrière parce qu'il y a les 360. Ça veut dire qu'on a choisi d'utiliser des micros-cravates. Et je pense qu'on a encore à modifier des choses. Non? Et maintenant, rapidement, nous, on est en train de travailler avec cet outil. Et l'avenir de cet outil, je vais vous montrer 2 petites vidéos et après, je vais laisser Laurent continuer. Parce que nous, on s'est posé la question au GRM aussi. D'abord, si on va travailler avec les sons de manière horizontale, ou bien si on peut travailler les sons à niveau de 3D. Parce que ces personnages-là, il est couché, on écoute tout ce qui vient en horizontal. Mais si, au bout d'un moment, ce personnage il s'élève, on devait avoir quelques sources qui puissent venir un peu à nous entourer. Mais pas seulement de la manière horizontale, sinon verticale aussi. Et après, on essaye de développer, de travailler sur comment on va écouter ça, parce qu'on n'a pas un système octophonique en chaque salle. Comment on va écouter ça? Et pour l'instant, on travaille sur les binaurales. Il est Jérém, il est en train de travailler, je vais vous montrer une petite vidéo, avec 3D Sound Lab, qu'il est en train de développer avec les Jérém, un outil de binaural qui soit vraiment très efficace. Et vous voyez ici comment la source elle est en train de bouger et normalement ici on est en train de récupérer ces sources-là qui bougent pour après avoir une sortie carrément stéréo-binaurale avec des casques. Et que normalement, si on a une HRTF personnelle, parce que dans les HRTF, par défaut, c'est pas parfait, mais des HRTF personnalisés, on peut carrément sentir, même si pour l'instant on ne peut pas déterminer exactement, on peut carrément sentir qu'il y a des sons derrière, devant, et un peu jusqu'à la taille, on peut sentir qu'il y a des mouvements. Un petit peu vers le bas, c'est discutable. Et ça, c'est une de... Attendez, je vous montre le dernier, que c'est comment on peut faire déplacer... Vous voyez qu'ici, ils sont en train de monter dans carrément les 3 dimensions. Et ici, on est en train de récupérer ça. Après, il y a ce qui s'appelle la horizontal priority, qui va nous donner la possibilité de centraliser encore plus dans les zones. Voilà. Je crois que, de ma part, je vais vous montrer à peu près, c'est un peu partager la façon de travailler, que je pense qu'à ce moment-là, c'est très utile de pouvoir même échanger après avec des gens qui font la même chose pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, parce que c'est un moment ça fait quelques temps que ça a démarré, mais on est encore dans la nouveauté. Laurent, je te passe la parole. Alors c'est assez drôle parce que... Merci beaucoup. Ce matin, je lisais un article, un livre universitaire d'études de cinéma qui parlait du rapport au son dans le cinéma et qui déplorait, il disait, à moins d'avoir une très bonne stéréophonie, l'impossibilité de pouvoir spatialiser le son. Et c'était assez drôle parce que il racontait les premiers moments, les balbutiements de l'histoire du cinéma, où il y a eu une tentation qui est comparable à celle qu'on a aujourd'hui en VR, c'est-à-dire de dire que le son, quand il est loin,
et peu audible, eh ben, on va le restituer tel quel, et plus il se rapproche, plus il sera fort et avec du volume. Or, vous savez, quand vous regardez un film sur vos tablettes, quand vous êtes au cinéma, qu'il y a une convention qu'on a oubliée tellement elle devient intuitive et naturelle, c'est de dire on va faire en sorte que les personnages soient absolument tous audibles, donc priorité au dialogue, et on va créer un arrière-plan sonore qui va être l'atmosphère. Nous, dans notre innocence, on s'est dit, on part d'un nouveau médium, donc on va repartir avec d'autres conventions. Et on a pris ce parti pris-là, justement, en se disant que nous, ce qu'on voulait que vous fassiez, c'était effectivement une expérience sonore, pleinement immersive. Donc on a déplacé ces petits points que vous avez vus tout à l'heure, avec parfois la possibilité de créer des fausses pistes. C'est assez intéressant, puisque en réalité, la réalité virtuelle, si je parle strictement du point de vue rétinien, il n'y a rien de plus beau, de plus disponible, de plus formidable, et en même temps qui peut plus vous perdre. Chaque point de l'espace disponible est absolument égal. Et le son c'était le premier enjeu dont j'aurais dû vous parler, c'est de se dire, on s'est tous confrontés à ça, peut-être en VR, c'est de dire, c'est formidable, on peut voir partout, mais précisément parce qu'on peut voir partout, on peut aussi ne regarder nulle part. Or, le son, c'est la première chose qui nous permet de dire, regarde à gauche, regarde à droite, regarde en haut, regarde en bas. De ne pas être dans la coercition du cinéma qui dit, tu vas le regarder puisque je ne te montre que ça, mais de suggérer, de dire, tiens, attention, de créer des appels par le son. Donc à ce titre-là, la spatialisation devient un outil extrêmement important. Comment on a travaillé? Donc Diego vous l'a dit, avec ces différentes pistes, on a travaillé, je dirais, dans une forme de renforcement perceptif. Nous n'avons pas utilisé de musique de film. La musique de film, celle que vous savez qui, dans Les Dents de la Mer, vient commenter le fait que le requin arrive et crée une certaine tension, on y a vraiment pensé, mais au fond, avec ce parti pris assez radical de dire non, ils vont vivre cette expérience, rien d'autre, comme s'ils étaient laissés à eux-mêmes, on aurait comme rajouté une sorte d'instance narrative, un auteur, un metteur en scène qui dit « alors attention, là, il faut que tu trembles », et ce qu'on admet totalement dans un cinéma qui monte. Forcément, on admet qu'on nous rappelle qu'on est dans un film de genre. Mais dans cette proposition en VR qui cherche à faire disparaître les coutures, si on commence à produire de la musique justement extra-diégétique, c'est-à-dire qui ne relève pas de la fiction, on est embêté. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si je prenais une photographie, alors malheureusement, je ne vous vois pas, mais si la lumière s'allumait sur la salle, exactement, et que je prenais une photographie de vous, alors que pourtant je regarde quelqu'un en particulier, il y a des éléments saillants, la photographie s'en moque, l'enregistrement mécanique va égaliser un certain nombre de points. D'accord? Votre oreille, si on fait la même chose avec un enregistreur, il va à peu près tout enregistrer. Mais quand on est un individu immergé dans une situation, notre oreille hiérarchise les choses. Vous avez déjà fait cette expérience quand vous êtes dans un orchestre, vous dire tiens, je vais me concentrer sur le violoncelle ou je vais me concentrer sur la batterie. Et d'un coup, il y a une espèce d'effet de relief qui est produit par votre attention particulière à un son. Eh bien, nous, on a triché, on fait une fausse caméra subjective qui a l'air juste d'enregistrer les perceptions. En réalité, elle va créer du volume. De temps en temps, effectivement, une respiration est plus saillante. Un appareil médical est plus saillant parce qu'il peut provoquer une forme d'angoisse. Une voix dans le lointain, dans le hors-champ, va créer de la profondeur. C'est quelque chose qui est génial parce que ça permet de masquer ces traces. Ça, on l'a vu vraiment avec Diego. On peut masquer nos interventions alors que tout est intervention, au point même que quasiment 10 minutes du film, et si vous le voyez, vous n'y croirez pas, est constitué par des trous de son, c'est-à-dire qu'à dessein sur le tournage, et là j'ai travaillé quasiment comme un librettiste d'opéra qui dit « il va falloir que j'utilise des mots simples et que je laisse du silence parce que il y a un compositeur qui vient derrière, et son boulot, ça va être de remplir ce silence. Si moi, je jacasse trop, si je parle trop dans mon film, je ne laisse pas l'espace au son pour se déployer. Donc on a été obligé très en amont de penser la moindre sonnette, le moindre enregistrement, de créer des images appauvries parce qu'il fallait qu'elles viennent a posteriori se faire enrichir par le son. Combien de temps il me reste? Pardon, je sais pas. Là, tu as en bas. 1 minute.
Alors, je suis désolé du coup pour le temps des questions. Il y a une chose que je trouve extrêmement touchante et puissante dans cette aventure, c'est que j'entends depuis très longtemps parler de spatialisation sonore. Et la spatialisation, j'entends sous deux formes. La première, c'est quand j'ai vu Aladdin, que j'étais petit et que d'un coup, au cinéma, j'entends le tapis volant qui passe derrière moi. Je me dis, tiens, c'est formidable. Mais ça devient une espèce de bonus qui vient juste gonfler un rapport frontal à l'image. Ou alors la version un peu radicale, musique contemporaine, où vous êtes avec des puristes et dans le silence, vous entendez justement des sons qui gravitent autour de vous. Comme si, au fond, cette spatialisation était soit un gadget, soit une chose extrêmement radicale pour les Happy Few, et qu'elle était orpheline d'une technologie dont elle avait besoin pour s'accomplir pleinement, se marier pleinement. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est que j'ai le sentiment que l'AVR ne fait plus de la spatialisation un surplus, mais propose enfin à la spatialisation, au son spatialisé et à l'image, à l'habitat d'un espace, un nouveau mariage. Et je trouve ça super. Voilà. Après, rapidement, on pourrait dire qu'il y a une question d'écriture des mouvements que, bon, dans mon cas, ça fait depuis les années 80 que je travaille avec la quadriphonie. Plus tard, au GRM, depuis toujours, on a travaillé sur l'orthophonie. Ça veut dire qu'on sait bien comment se mettre à l'intérieur de quelque chose. C'est ça un peu la question. Ce n'est pas uniquement une question d'effet, des choses qui peuvent voler, tac, tac, s'ouvrir, sinon de rendre ça complètement naturel. Et ce n'est pas anodin d'ailleurs que Gengis Khan et Lynn Abramatic nous aient choisis pour travailler ensemble. C'est-à-dire que moi, mon métier, mon cœur de métier, c'est le théâtre, c'est-à-dire l'occupation de la pensée de l'espace et des corps dans l'espace. Et le cœur de métier de Diego, c'est la pensée du son, pas simplement comme une mélodie, harmonie ou rythme, mais comme puissance dans l'espace. Complètement. Voilà. Merci. Voilà. Merci.